And with no further say, I have the great pleasure of introducing Thierry Cassanti. Thierry Cassanti, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'éthique en éducation de l'Université de Montréal, nous fait le plaisir de présider cette table ronde ce matin. Et il nous fait aussi cet honneur parce qu'il organise lui-même un gros congrès la semaine prochaine, TIC en éducation, et donc on est très content de l'avoir. Et je lui passe la parole et c'est lui qui fera l'introduction de nos autres experts. Thank you very much. Alors, merci beaucoup, Marie-Josée, pour l'invitation. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là aujourd'hui. On a une table ronde sur les technologies pour l'enseignement et l'apprentissage des langues. Et c'est quelque chose qui est, je pense, très intéressant. Puis on a trois experts de trois pays différents qui vont nous parler de ça. C'est important à plusieurs égards. Des fois, on oublie vite jusqu'à quel point les technologies ont rapidement changé nos façons de faire. Des outils qui n'existaient pas il y a quelques années font partie de notre quotidien, mais pas simplement de notre quotidien anodin, de notre quotidien, je dirais, presque absolu. Quelque chose comme Google, qui n'existait pas il y a 12 ans, on parle de 100 milliards de questions qui sont posées à cette plateforme sur Internet. Je me demande à qui ont posé les questions avant, c'est assez étrange quand même. Hein? Peut-être aux enseignants de langue, on verra bien. D'autres outils comme Facebook, qui n'existaient pas non plus il y a 7 ans, mais maintenant, ça fait partie, les jeunes, ils y vont plusieurs fois par jour, on est en continu sur ce site-là, YouTube, etc., et j'en passe. Ces outils-là ont une influence sur la vie de tous les jours, mais ils ont aussi une influence sur les façons avec lesquelles on enseigne, sur les façons avec lesquelles aussi on apprend, et plus particulièrement dans le domaine des langues. Alors, cette table ronde, c'est pour nous permettre, ou pour nous permettre en groupe de réfléchir sur le rôle des technologies dans le contexte de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Souvent, on prête plusieurs avantages aux technologies. On pense qu'avec les technologies, on va apprendre plus, on va apprendre plus vite, on va apprendre mieux, etc. Alors, on aura ici des experts qui pourront répondre à vos questions. Chacun va se présenter, parler un peu de son contexte et peut-être de sa position par rapport à ça. Et on a d'abord, alors chacun va prendre environ 5 minutes. J'ai ensuite une question que je vais poser à chacun. Et vers midi 5, environ midi, vous aurez la possibilité de poser des questions à une de ces trois personnes ou à moi aussi. Alors, je vais commencer avec Francis Bangou de l'Université d'Ottawa. Bonjour tout le monde. Voilà, donc je me présente, Francis Bangou, je suis professeur adjoint ici à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Alors, je voudrais remercier Marie-Josée pour le titre d'expert. J'aimerais tout d'abord me présenter en tant qu'expert, mais apprenant aussi, parce que je pense que c'est une des choses dans notre domaine, lorsqu'on parle de technologie, c'est que nous sommes des apprenants toute notre vie. Ça n'arrête pas. Et donc, c'est ainsi que j'entrevois cet échange avec vous pour, bien sûr, parler de mon expérience, mais aussi apprendre de vos expériences. Alors, bien sûr, j'ai travaillé dans le domaine de la formation des enseignants au niveau TIS. Ça a commencé avec mon doctorat. Et notamment, j'étais chargé d'intégration des technologies dans un programme de formation à l'université, c'était aux États-Unis. J'ai aussi travaillé avec des apprenants encore aux États-Unis. Je travaillais avec des enseignants cette fois qui avaient donc un défi qui était de travailler avec des apprenants pour qui la langue d'enseignement n'avait pas les compétences suffisantes pour réussir dans les salles de classe. Et donc on travaillait avec ces enseignants pour justement comment intégrer les technologies à la fois pour informer leurs pratiques, soutenir ces apprenants et aussi documenter, faire de la recherche à ce niveau-là. En ce moment, je travaille sur
Je travaille sur le développement d'un programme à distance de formation de formateurs. Et donc, nous en sommes qu'au tout début. Et donc, c'est un des projets que j'ai en ce moment. Il s'agit d'un projet international. Now, regarding my research, I would say that broadly, my research is about trying to document the experience of pre-service teachers and in-service teachers regarding technology, and more precisely regarding the integration of technology. And because I think by understanding what is their everyday experience with technology, we might get a better insight into what really guide their decisions regarding the use of such resource. And within that particular framework, I'm also interested and more and more interested in the experience of minority teachers and minority students, and regarding, once again, the use of technology within language, second language teaching. And I would say that there's also a more theoretical side of it, where I'm looking at the relationship between power and technology and second language teacher education. And my work has been very much influenced by Foucault's work, of course, notion of power, and how we can use technology as a form of discipline, but also a form of resistance, and how it comes into place into teacher education and second language teacher education. And right now I'm more and more interested in the work of Deleuze and this notion of assemblage and how it can help us understand exactly the kind of relationship that we have between pre-service teachers and in-service teachers and technology while they are learning about it. So, in a nutshell, that's me. Thank you. Merci beaucoup. Our next speaker is Greg Kessler from Ohio State University. Greg. That's Ohio University, but it's okay. It's a common mistake that everyone makes. So, I would like to talk about teacher preparation, specifically in CAL, and that's what I focus on, not only in my teaching, but also in my research. And most of my research actually observes teachers in language classrooms using technology in order to better understand how we might conduct teacher preparation in the future. And so it's not only kind of what I do in the classroom myself, but it's also what I do in my research. It's very convenient for me. And in addition to that, much of my research actually takes place in my own classroom. So I'm actually studying the discourse of my students as they're learning about CAL, which I think is an interesting thing. So to back up a minute, I'm a professor in a linguistics department, and we have a master's degree in applied linguistics with an emphasis in CAL. So that's a significant amount of coursework devoted to CAL. Right now it includes 5 distinct classes. So there are 3 during the regular academic year, and then 2 in the summer that are more hands-on materials development, and they're all built around authentic contexts and projects. So that students are not only working hypothetically or technologically, their technological use is driven by pedagogical need. And we always try to emphasize that as much as possible. And in fact, prior to the CAL course, they take a course in second language acquisition. And at the beginning of the CAL course, we remind them about the course in second language acquisition and how it might be related to what they're doing in the CAL course. And so I think that connection is very important. So that's an interesting aspect of what we do. Some of these studies have been published, including an observation of how students observe these SLA principles when they're designing curricular projects in these classes as they're learning about using technology in the language classroom. So I think I find it very fascinating. I hope some of you do as well. We have some interesting things that we're changing right now. I think we can never rest
on our laurels, and we always need to be improving things. And some of the things that we're doing is we're creating a new practicum so that our teachers in preparation can practice these skills in online contexts or in face-to-face contexts that extensively use technology. So we do this now as an independent study arrangement, but it's going to be a formal required aspect of their CAL MA. And so I think that's going to work very well. We also just recently designed a computer lab classroom that is an observation room, so that all of the technology used throughout a course is recorded. Everything is videotaped, everything is observed, and the students don't always like this, but they get used to it. The cameras are built into the wall, so they don't necessarily notice it. It's not like a tripod in front of their face. And I guess this relates to this idea of, I think, constant feedback and constant reflection on what we're doing informs our future practice. And so in the interest of doing that, at the beginning of every course, I get a waiver from my students for research so that I can collect everything that they're doing throughout the course. And with exception, there are one or two people once in a while who don't want that to happen, and so I remove them. But I think even in that call preparation context, this kind of ongoing feedback is really critical because this is still such a young field, and we're still learning so much about what teachers can do with technology. And I guess one of the things that I always like to emphasize in this context is that teachers are still and will always still be part of the equation. And I think that that's very important. Thank you very much. Merci beaucoup. Notre prochain expert, François Mangenot, de Grenoble. Bonjour. Alors, je ne vais pas redire la même chose, je peux dire la même chose que Greg pour commencer, c'est-à-dire que moi aussi, j'enseigne uniquement les technologies, le CAL dans la classe de langue, et je fais aussi toute ma recherche là-dessus, donc je vais être très bref là-dessus. Alors, les contextes dans lesquels je forme des professeurs aux technologies, il y en a 4 en fait. Bon, ça m'arrive encore d'être invité par des instituts français, des alliances françaises à l'étranger pour former les profs locaux à l'utilisation des technologies. Je ne parlerai pas de cet aspect-là parce qu'on n'a que 5 minutes. Hein. Autrement, à Grenoble, donc je suis à l'université de Grenoble. À Grenoble, on a aussi donc un master, donc c'est un master en français langue étrangère, avec une spécialisation en TIS, comme on dit chez nous, technologie de l'information et de la communication pour l'éducation, donc avec une forte implication. Mais on a aussi un autre master qui est encore plus spécialisé, qui s'appelle DIDIPEM, Didactique des langues et ingénierie pédagogique multimédia, où là il s'agit vraiment de former des gens qui vont être des ingénieurs pédagogiques dans le domaine des langues. Et donc j'interviens dans ces 2 masters. Et le dernier contexte, c'est que notre master de français langue étrangère existe aussi à distance, complètement à distance, et que là aussi j'ai rédigé un cours sur les technologies et l'apprentissage des langues, et qu'on a aussi un scénario pédagogique, donc d'appropriation de ce cours. Alors je vais peut-être parler, je vais pas avoir le temps, je vais parler peut-être du français langue étrangère sur place. Bon, ma constatation, ça fait donc une vingtaine d'années que je fais des formations à la LAO, donc en langue, à la LAO. Et ce que j'ai très souvent constaté, c'est que on se centre parfois beaucoup trop sur les outils. On veut que les profs acquièrent la maîtrise d'un outil, mais ces profs ne voient pas forcément vraiment le sens qu'ils peuvent donner à cet outil. Et je pense que la question de la signification est très importante. Je pense que les technologies sont un système de signes, exactement comme le langage. Et pourquoi ne pas se dire qu'on devrait apprendre des technologies? On est maintenant dans la perspective actionnelle pour l'apprentissage des langues. Pourquoi ne pas être aussi dans la perspective actionnelle pour l'appropriation des technologies? C'est-à-dire trouver des situations qui fassent vraiment sens pour les gens, dans lesquelles ils soient obligés d'utiliser des technologies pour enseigner la langue. Donc là aussi, ce que disait Greg par rapport à... On a affaire à des étudiants qui, par ailleurs, font des cours de Second Language Acquisition. Donc il faut en tenir compte. Donc voilà, trouver des situations. Alors pour mes étudiants sur place en français langue étrangère,
Ça fait 10 ans que je travaille dans un projet qui s'appelle le français en première ligne et qui consiste à, je me mets ensemble avec un professeur de français qui se trouve dans n'importe quel autre pays que la France et dans un pays qui n'est pas francophone, bien sûr. Alors on a travaillé avec l'Australie, avec l'Espagne, avec le Japon, actuellement avec la Lettonie et avec Chypre. Donc ça change, tous les 2 ou 3 ans, on tourne un petit peu ça. Et donc l'idée, c'est que mes étudiants fabriquent chaque semaine, pendant un semestre, donc 12 semaines, chaque semaine doivent créer actuellement on utilise Moodle, mais on pourrait utiliser n'importe quelle autre plateforme, doivent créer une activité, une tâche, en fait une tâche au sens de la task-based approach, donc doivent créer une tâche pour les étudiants distants. Les étudiants distants, eux, sont des apprenants, ce ne sont pas des futurs profs comme les miens, ce sont des apprenants de FLE qui en général ont quand même une major en français. Parce qu'il faut quand même qu'ils soient un minimum motivés pour apprendre le français. Donc mes étudiants, chaque semaine, créent une tâche et les étudiants à distance donc réalisent cette tâche par petits groupes. Chacun de mes étudiants va suivre 5 ou 6 étudiants distants. Ça dépend là aussi des années et des effectifs. Ça a été jusqu'à 10, c'est jamais moins que 4. Il va suivre, donc va faire le tuteur. Donc il va faire à la fois le concepteur de tâches en ligne et à la fois le tuteur de ces tâches. Et j'estime que c'est de cette manière-là ils apprennent à devenir à utiliser le e-learning dans l'enseignement des langues. Et en effet, très souvent, dans leur stage qui suit au 2e semestre, ils utilisent ces capacités. Actuellement, j'ai plusieurs étudiants qui ont fait le 1er semestre avec moi, qui lancent des activités de formation en ligne pendant leur stage, par exemple au Cap-Vert, au Brésil aussi. Voilà. Un dernier exemple que je vais donner, c'est l'utilisation du logiciel Audacity, que je pense que la plupart connaissent. Bon, mes étudiants, à un moment donné, ce n'est pas moi qui leur ai appris, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça, c'est un de mes étudiants qui était un petit peu plus doué en technologie qui a découvert ça. Donc on travaille beaucoup avec le son asynchrone, parce qu'on trouve moi je trouve que travailler en mode asynchrone laisse beaucoup de flexibilité. Et avec les Japonais, c'est très difficile autrement de travailler en synchrone avec le décalage. Bon, donc les étudiants s'enregistrent donc avec Audacity ou n'importe quel générateur de MP3. Un de mes étudiants a découvert qu'on pouvait mettre sa voix donc corriger en mettant la bonne prononciation juste après la mauvaise prononciation. Donc intégrer sa voix dans Audacity. C'est une petite manipulation qui n'est pas extrêmement simple, qui n'est pas extrêmement compliquée non plus. Mais quand les autres étudiants ont vu que c'était possible de faire ça, ils ont tous voulu le faire. Même ceux qui étaient le plus effrayés, les plus timides par rapport aux technologies, ils ont vu qu'il y avait vraiment un sens là, à pouvoir faire quelque chose qui avait un sens par rapport à l'enseignement des langues. Et donc, si vous voulez, cet exemple-là est pour moi tout à fait symptomatique, enfin, symbolique de ce qu'il faudrait arriver à faire. Il faudrait arriver à créer le besoin d'utiliser un outil et ensuite les gens se l'approprient pour leurs besoins pédagogiques. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec une première question pour Francis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous assurer que les enseignants continueront à utiliser les technologies après la formation? Oui. Alors, il s'agit effectivement d'une question qui, je pense, a été posée et n'arrête pas d'être posée lorsqu'on parle de formation d'enseignants. Et ça, quel que soit en fait le domaine, la grande question, c'est de effectivement savoir, après un programme de formation qui ne dure que pendant une certaine durée, donc un certain temps, comment justement permettre à ces étudiants de continuer leur cheminement, leur apprentissage au niveau des technologies. Alors il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Alors je vais juste donner aussi un peu de contexte concernant ma situation. Contrairement à mes collègues, je n'ai pas la chance et le privilège pour l'instant d'enseigner dans un programme de formation qui soit spécifiquement dédié à l'enseignement, la didactique des langues et des technologies. J'enseigne dans ce programme de formation donc de didactique des langues et au niveau de la maîtrise, il n'y a aucun cours consacré aux technologies. Et donc, effectivement, j'ai aussi la chance d'enseigner le programme de DLS, qui est un programme ici au niveau bac, où il y a un cours en technologie que je n'ai pas encore eu la chance d'enseigner, mais que je vais le faire maintenant dans les jours d'enseigne, et que j'aurai la chance de le faire. Donc, en fait, je travaille principalement avec des enseignants
qui n'enseigne pas forcément la langue en tant que telle, mais une autre discipline, mais qui, de par les contextes dans lesquels ils enseignent, par exemple des enseignants qui ont des apprenants pour qui l'anglais ou le français n'est pas une langue première, s'interrogent sur les notions d'acquisition d'une langue seconde et comment intégrer, comment aider leurs apprenants, soutenir leurs apprenants en utilisant les technologies et leur permettre d'acquérir cette langue. Donc c'est juste pour donner un peu un contexte par rapport à ça. Et donc pour revenir à la question concernant la formation des enseignants, donc un des paramètres à prendre en compte, c'est bien sûr quelle est la place qui est accordée à l'enseignement des technologies dans le dispositif de formation de ces enseignants. Malheureusement, dans beaucoup de dispositifs de formation d'enseignants, si ce n'est pas un programme qui est spécifiquement dédié aux technologies, généralement, si on a de la chance, il y a peut-être un cours comme ça qui est consacré à l'utilisation des technologies. Et généralement, ce cours ne touche pas à l'enseignement, à la didactique des langues secondes. Ça touche à l'intégration des technologies dans une classe en général. Et donc, c'est un des facteurs. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, on essaie d'intégrer les technologies dans certains cours, comme moi, dans mes cours que j'enseigne au niveau donc, de la didactique dans le seconde. En général, j'essaie d'intégrer effectivement le plus possible les technologies. Donc, c'est une des questions. Donc, quelle est la place qui est accordée à l'enseignement, donc à l'apprentissage des technologies dans le programme de formation? Et ensuite, un autre facteur à prendre en compte, et bien sûr, comment, lorsqu'on a juste un cours consacré aux technologies, comment intégrer, comment organiser cet enseignement de façon à toucher le maximum de contextes, de besoins des apprenants, etc., etc. Ensuite, il y a bien sûr un autre facteur à prendre en compte qui est, après le programme de formation, que se passe-t-il dans la salle de classe? Et là, bien sûr, c'est extrêmement lié. Si vous travaillez dans le domaine de l'enseignement et de la formation des enseignants, vous savez bien sûr que la vie d'un enseignant est liée extrêmement par les politiques qui sont en place au niveau, bien sûr, de la province, ici au Canada, mais aussi au niveau du conseil scolaire. Alors, bien sûr, quelle est la place qui est accordée? Donc, une question à se poser, c'est quelle est la place qui est accordée aux technologies au sein des conseils scolaires et au sein du ministère de l'Éducation. Et bien sûr, bon, on sait très bien que maintenant, il est fortement recommandé pour tout enseignant de développer des compétences dans ce domaine, des compétences au niveau des technologies, mais quels sont les moyens qui lui sont donnés pour qu'il puisse le faire? Donc ce sont des questions qui sont fondamentales lorsqu'on parle donc de formation et de formation continue. Alors, ce matin, nous avons eu une présentation très intéressante justement à ce sujet concernant l'expérience d'enseignants dans la région de Toronto. Et concernant justement, il y a eu une discussion relative à l'usage des tableaux interactifs. Donc, moi, je parlais de l'expérience des enseignants ici dans la région d'Ottawa, ou dans un des conseils scolaires, parce que ça dépend aussi des conseils scolaires dans une région, dans un des conseils scolaires, ils ont effectivement, ils essayent de promouvoir le plus possible l'usage du tableau interactif dans la salle de classe. Et donc, pour aider les enseignants, ils ont mis en place les moyens nécessaires pour les aider. Alors, comme c'est une politique du conseil scolaire, ce qui veut dire que maintenant, que les enseignants le veuillent ou non, ils auront dans leur salle de classe un tableau blanc interactif. Et donc, parce que les moyens ont été mis en place pour donc intégrer cette nouvelle technologie, il y a énormément de pression pour qu'ils utilisent ces instruments. Et là, bien sûr, je vous parle qu'ils le veuillent ou non.
Et donc c'est une réalité auquel il faut penser. Alors encore une fois, comme c'est une politique du conseil scolaire, les moyens ont été mis en place pour soutenir les enseignants. Alors généralement, lorsqu'on parle de conseil scolaire et de formation des enseignants qui sont dans les salles de classe, généralement cela se fait sous forme de formation. Des formations qui sont encore ponctuelles, qui ne sont pas obligatoires. Généralement, lorsqu'on sait qu'un enseignant, 24 heures, ce n'est pas suffisant pour faire tout ce qu'ils ont à faire dans une journée, ça devient très difficile pour permettre à cet enseignant d'avoir accès aux formations. Parce que bien sûr, pour dégager un enseignant de sa salle de classe, il faut trouver un enseignant pour le remplacer. Donc ça demande de l'argent. Il faut avoir du temps pour ça. Donc je donne ces exemples pour vous montrer en fait que cette formation continue est intrinsèquement liée à tout un dispositif donc didactique et de formation qui est à la fois politique mais aussi purement, je dirais, logistique pour ne serait-ce avoir accès à une formation ou à avoir accès à un apprentissage continu de cette ressource, des technologies. Alors donc, si je devais ouvrir le débat là-dessus, en ayant cela en compte et en 30 secondes, je dirais donc que lorsqu'on parle de formation d'enseignants et de justement lier la formation initiale et la formation continue, on doit, au niveau de la formation initiale, nous devons vraiment penser à la réalité. Quelle est la réalité des enseignants? Bien sûr, cette réalité est contextualisée. Comment est-ce qu'ils auront accès aux technologies? Quelles technologies? Pourquoi est-ce qu'ils doivent l'utiliser? Quelle est la réalité de leur vie quotidienne? Lorsqu'on parle aux enseignants, pour eux maintenant les technologies c'est juste un truc en plus qu'ils ont à faire dans leur emploi du temps. Et vous pouvez constater que, au travers de mes recherches, je peux constater que souvent les enseignants prennent des décisions concernant une innovation, généralement en fonction de comment est-ce qu'ils vont gérer leur énergie et comment est-ce qu'ils vont gérer leur temps. Et donc, ce sont là, encore une fois, des questions fondamentales. Donc, je n'ai plus 30 secondes. Donc, je pense qu'après, on pourra en discuter si vous avez des questions à ce niveau-là. Alors, my next question is for Greg, and maybe try to answer it in less than 3 minutes, otherwise we won't have time for all the other people. Yeah. So, how do we identify the topics that are most important for all language teachers to understand? Right. Well, I think it's important that we begin with the pedagogical needs of teachers, and I think the whiteboard example is a really, really good one because I don't know that there was a great pedagogical need behind the sudden purchase of whiteboards all across North America. But I've been in lots of K-12 classrooms. I don't typically work with K-12 teachers. It's not my primary audience. I mostly work with university-level teachers who will teach around the world at universities or other non-K-12 contexts. But I've been consulted to do some trainings in elementary, middle schools, and high schools in the States. And almost every one of those schools has a whiteboard in the corner, behind stuff. Because they've been purchased as some grand scheme of introducing technology. And it's a really good way to spend a lot of money very quick, which unfortunately is how policy is often interpreted. And I think policy ought to consider things other than money, because I think most of the best technological innovations are pretty cheap or even free. And often that's not considered because when we go to the government to ask for something, we don't ask for ideas, we ask for money, right? And I think teachers need to be given the freedom and flexibility to use a variety of tools as they see
They're appropriate to their classrooms. But that also requires that they're capable of identifying those needs, identifying the possible tools that they might use, and being aware of the potential consequences of the integration of those tools. So I think that really it comes down to the most important aspect being this critical decision making that teachers need to be able to do. I think we would say that that's true of a number of aspects of the classroom. Classroom management, maybe the amount of feedback that we provide students, if we just focus on grammatical corrective feedback, how frequently, how extensively, how accessible we make it, how usable it is for the student at that given moment. All of that is really critical in the language classroom. But I would say that we have just as many critical considerations to make when we integrate any kind of technology. And unfortunately, and the whiteboard is not alone. I don't want to pick on the whiteboard. The whiteboard is just, it's an example of many of these different kinds of attempts to introduce things. And for the amount of money that goes into one whiteboard, you could bring a number of other technologies into the classroom that could be used by many people for them to truly collaborate and interact, rather than, I think the whiteboard is still largely representing this one-to-many teacher-centered kind of a learning environment, rather than an environment that encourages students to collaborate and construct knowledge together. So I guess in a nutshell. Thank you very much. Yeah, we have the same problem in Quebec with the whiteboard, being forced into all classrooms. Kind of an interesting way to spend $250 million. Monsieur Mangenot, la prochaine question est pour vous. Quels sont les principaux obstacles à l'intégration des TIS en classe de langue? Oui, je n'ai qu'à continuer le discours de Greg, parce qu'il a commencé à parler des obstacles. Il y a l'aspect chronophage de l'utilisation des technologies. Alors, par exemple, si on regarde à Grenoble, il y a un endroit où les technologies, dans mon université, il y a un endroit où les technologies sont bien utilisées. Et ça peut être intéressant justement de regarder pourquoi. Cet endroit, c'est le département qu'on appelle langue pour spécialistes d'autres disciplines. Donc c'est un département qui offre 18-19 langues différentes aux étudiants de toute l'université de Grenoble, c'est-à-dire aussi aux étudiants scientifiques, juridiques, etc. Et pourquoi est-ce que là, les technologies sont beaucoup plus utilisées? Il y a un grand nombre de cours hybrides, de blended courses. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a eu de l'argent de la région Rhône-Alpes, et argent avec lequel on n'a non pas acheté du matériel ou des tableaux blancs, mais on a payé des ingénieurs pédagogiques. On a engagé des educational technologists, des ingénieurs technologiques, qui ont aidé les profs à construire des cours hybrides, qui ont donné de leur temps. Et les profs étaient aussi payés pour le temps qu'ils donnaient à ça. Et là, on a réussi, dans cette niche, on a réussi à bien développer les technologies. Donc, premier obstacle, le temps et l'argent, parce que le temps, c'est de l'argent, time is money. Et puis, un autre obstacle, je pense, c'est de mettre la technologie en premier. Les tableaux blancs interactifs, alors nous, c'est un autre secteur de mon université, qui est le centre de français langue étrangère, qui n'est pas avec les autres langues, parce qu'on a un très très gros centre de français langue étrangère avec 3000 étudiants chaque année. On est un des plus gros en France. Et dans ce centre, on a mis des tableaux blancs interactifs dans les classes, et on a obligé les profs à les utiliser. Eh bien, ils l'utilisent, mais de manière souvent très très traditionnelle et très centrée sur le professeur. Il y en a très très peu. Et en fait, il y a même, après, j'ai un de mes étudiants qui est professeur justement dans ce centre, qui écrit une thèse de recherche avec moi sur le tableau blanc interactif, justement, et il cherche désespérément il en a trouvé quelques-uns, 2 ou 3 profs qui font aller les élèves au tableau, qui réussissent à ce que le tableau blanc ne soit pas interactif en lui-même, mais provocateur d'interactivité, d'interaction, en fait, verbale dans la classe, parce que c'est ça qui est intéressant. Et donc, on a cherché au niveau recherche aussi. Il y a justement cette Catherine Schmidt que vous avez citée, je crois, ce matin, une Brésilienne qui travaille en Allemagne, qui a fait une thèse sur le tableau blanc et qui a écrit des... Mais il n'y a pas énormément de recherche utilisable. Moi, je crois beaucoup au retour aussi de la recherche sur les pratiques et à un lien entre pratique et recherche. J'y crois vraiment fondamentalement. Mais on ne trouve pas vraiment grand-chose sur cette question, par exemple. Comment... Et alors, j'espère que mon étudiant sera un pionnier là-dedans. Enfin, pas le premier, mais en français langue étrangère, peut-être, un des premiers.
Et j'espère, il faudrait faire de la recherche là-dessus. Il faudrait faire de la recherche. Et donc, le deuxième obstacle, c'est de mettre la technologie en avant plutôt que la pédagogie, en fait. Hein. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Merci François. Et les tableaux blancs, je pense que l'exemple est frappant actuellement un peu partout. Ça s'est passé en Angleterre, aux États-Unis, et au Canada et ailleurs aussi. En Pologne. Oui, partout, c'est ça. Donc les décideurs vantent les mérites pédagogiques des classes ouvertes, des pédagogies par projet, puis hop, on met des tableaux blancs interactifs pour revisser l'enseignant devant la classe. Et comme le disait Greg, c'est très cher, c'est peu interactif quand même, surtout dans les usages qui en sont faits. Et finalement, on revient à une pédagogie plus traditionnelle. Il y a par contre un phénomène avec le tableau blanc, c'est qu'il est plus facilement adopté par les enseignants que beaucoup d'autres technologies. Peut-être parce que justement, il ne met pas en question son rôle central. Oui, ben, on y reviendra. Là,